Juste pour commencer, je me demande si je suis la personne la plus idoine pour vous parler, puisque moi-même, je porte déjà quelque chose qui amplifie ma voix et qui me fait passer dans l'ère du transhumanisme, puisque finalement, je suis un peu un être augmenté. Alors, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, ce n'est pas l'objet de mon intervention, mais je voudrais vous partager un courrier qui m'a été adressé par Georges. En fait, il s'agit du robot Georges. Alors, je fais partie d'un centre de gestion, comptabilité. Je ne sais pas si mon épouse est là, elle est comptable et elle m'assiste dans ma comptabilité. Et voici ce que m'envoie le centre de gestion. Chers adhérents, vous avez été et vous serez peut-être sollicité par Georges, le robot comptable, dont voici le site, qui, grâce à la récupération de vos données, des écritures mentionnées sur vos relevés bancaires, en lien direct avec votre banque, vous permettra de tenir votre comptabilité. Chouette, robot Georges va remplacer mon épouse. Je n'aurai donc pas à avoir avec mon épouse le côté tatillon pour me dire « justifie donc tes informations et tes données ». Enfin, je vous mets un petit peu là l'ambiance, mais il n'est pas question que ma chère épouse soit remplacée par Georges. Je vous rassure. Voilà, on est dans l'ère de la dématérialisation des données. Cela fait plusieurs années dans ma vie professionnelle que je travaille sur ce qu'on appelle les data, donc les données. Je me suis spécialisé dans l'analyse des informations et c'est à ce titre que je me suis passionné évidemment pour l'ère numérique qui nous conduit tout droit vers ce que nous appelons le transhumanisme, c'est-à-dire l'homme augmenté. Voilà, ça c'était juste pour le côté anecdotique, mais rentrons dans les choses beaucoup plus profondes. Et comme je vous ai promis, et je tiens mes promesses en général, j'espère que mon épouse m'entend, j'ai plombé l'ambiance. En commençant par une citation de cet auteur que vous connaissez, qui est l'auteur d'un livre fameux, Le meilleur des mondes, qui a été qualifié par Michel Houellebecq comme étant le prophète de l'Occident. Et je pense qu'en effet, Aldous Huxley est vraiment le prophète de notre monde contemporain. Il l'a pressenti, son propos est prémonitoire, et ce que je vais dire va donner de la densité à l'intervention que je vous propose. Voilà ce que dit pas Michel Houellebecq, mais Aldous Huxley. Il faut comprendre qu'Aldous Huxley est le frère de Julian Huxley, qui a la parenté du transhumanisme, qui a la paternité du mot transhumanisme. Voilà ce que dit donc Aldous Huxley. La révolution véritablement révolutionnaire ne se réalisera pas dans le monde extérieur, mais la révolution véritablement révolutionnaire se prépare dans la chair et l'âme de l'homme. Aldous Huxley. Je pourrais citer C.S. Lewis, qui est un de mes auteurs favoris. Et C.S. Lewis, donc l'auteur de la chronologie de Narnia, vous connaissez tous les chroniques de Narnia, C.S. Lewis ne dit pas autre chose. Il pressent que méthodiquement, l'environnement humain dans lequel nous sommes nous prépare à une forme de conditionnement et que nous serons tôt ou tard modelés génétiquement. Ce que dit C.S. Lewis en 1943 dans ce livre que j'ai amené avec moi, qui s'appelle « L'abolition de l'homme ». C.S. Lewis, « L'abolition de l'homme ». J'aimerais revenir au prologue du livre de la Genèse pour comprendre le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer. Il me semble important que nous ayons en tête ce qui est écrit dans ce prologue,
qui constitue pour moi une vraie révélation en ce qui concerne le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu pour notre univers et pour nous-mêmes. Il est dit dans les Écritures que Dieu a sorti ce monde chaotique. En hébreu, cela s'appelle le tohu bohu, c'est-à-dire en fait le désert dans le désordre. Il sort non pas l'univers tel que nous le connaissons, mais il sort finalement ce monde chaotique en donnant un ordonnancement extraordinaire. Il va séparer les ténèbres et la lumière. En créant la lumière, il va séparer les ténèbres et la lumière. Il va distinguer les jours et la nuit. Il va différencier le minéral et le vivant. Il va fonder l'altérité, l'homme et la femme, dans la complémentarité. Donc nous avons un Dieu extraordinaire qui sort le monde du chaos, qui sort le monde de la confusion. Car il n'est pas dit qu'il n'y avait rien, mais tout était chaotique. Et il a ordonnancé. Dieu a ordonnancé. Or, aujourd'hui, nous arrivons peu à peu dans un monde de confusion, de désordre. À peine si l'on reconnaît la main droite de sa main gauche, si l'on sait différencier le bien et le mal. Et j'aimerais vous citer le Lévitique 19, 19. Vous connaissez probablement ce texte. « Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces différentes, tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fil de lin et la laine, autrement dit le végétal et l'animal. » C'est très intéressant ce texte, parce qu'il nous montre qu'au fond Dieu différencie et sépare. Or aujourd'hui, l'on constate, puisqu'il s'agit de traiter de l'homme mutant, que l'enjeu ou l'objectif est de travailler sur le génome humain, voire même de combiner. Alors, je ne me projette pas dans le futur, et ce que je vous dis là n'a rien d'hypothétique, puisque c'est une réalité pour ceux qui suivent l'actualité, notamment au Japon, où il est question de croisement chimérique. Donc le croisement chimérique étant finalement l'inoculation de gènes humains, de cellules humaines, dans l'animal. Alors vous allez me dire, est-ce qu'en France nous sommes concernés? La loi de bioéthique, l'article 17, indique qu'il n'est pas question de faire d'expérimentation transgénique sur l'embryon. Donc c'est formel. Mais n'empêche qu'ils autorisent toute manipulation sur l'embryon. Donc de la possibilité, sans qu'il y ait gestation donnant naissance à l'embryon, mais qu'il y ait possibilité d'inoculer ce qu'on appelle des cellules, tu me corrigeras André, parce que tu es le spécialiste, des cellules unipotentes, cellules spécialisées dans l'animal, afin de générer, je dirais, ce qu'il va porter comme pancréas pour remplacer l'organe défaillant. Par exemple, des cellules spécialisées. Voilà ce que nous voyons comme tentative. Je ne parle pas des hybridations, puisque je vous ai parlé de distinction, de séparation du minéral et du vivant. Bien finalement, demain, la possibilité d'hybrider le corps humain. Alors la tentative d'hybridation était déjà relatée dans la mythologie grecque. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors je suis désolé, je suis un grand buveur d'eau. Alors on va aborder ce transhumanisme et simplement en vous disant et en vous partageant ce propos de Burrhus Frédéric Skinner, qui est le penseur influent du behaviorisme radical, ce qui veut dire du conditionnement psychologique. Il dit ceci: nous n'avons pas encore vu ce que l'homme peut faire de l'homme. Non, 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 vous n'avez pas encore vu ce que l'homme peut faire de l'homme. Nous aurons le loisir de le découvrir. Alors je vais aborder plusieurs aspects dans l'exposé imparti. Je n'ai qu'une heure, je suis bavard.
Donc je sais que je vais être contrôlé par ce chronomètre en face de moi, mais vous serez indulgent avec moi, j'irai jusqu'au bout de mon propos. Non, je vous rassure, je vais maîtriser le temps. Alors on va aborder la dimension de l'homme mutant. Mais avant de parler de l'homme mutant, il faudrait peut-être revenir à cette notion de qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Je vous renvoie au psaume 8, le psaume 8 de David, extraordinaire psaume, qui nous parle finalement de ce qu'est l'homme aux yeux de Dieu, aux yeux de son Créateur. Puis évidemment, j'aborderai la dimension de l'homme mutant. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent de l'homme ? Alors nous parlerons des contextes de cette mutation qui se prépare dans la chair et l'âme de l'homme. La postmodernité, j'en dirai quelques mots. Mais vous savez, l'histoire de l'homme mutant, ce n'est pas une histoire récente qui remonte il y a 30 ans de cela, 40 ans de cela. C'est depuis l'aube et le commencement de l'humanité que commence l'histoire du transhumanisme. Et nous verrons avec quelques récits de la mythologie grecque que ce sujet est abordé. Il est abordé également dans la littérature du XIXe siècle. Il est abordé également par la science-fiction. Et puis nous entrerons dans la civilisation de l'âge d'or. La promesse qui nous est donnée, finalement, de nous soulager des maux qui sont les nôtres, de vaincre la mort, d'enlever le handicap sur le plan physique, de mettre fin au vieillissement. Et au fond, de changer de récit, ce récit qui a finalement gouverné les civilisations, depuis qu'elles sont. Civilisations gouvernées par la dimension de la mort. Là, il faut mettre fin, finalement, à cette métaphysique pour entrer dans une nouvelle anthropologie et une nouvelle vision de l'homme. Mais, je terminerai par une note d'espoir, la résilience, c'est-à-dire la capacité finalement à revenir à l'essence des choses et à revenir à la dimension du relationnel. Et de revenir tout simplement aux promesses de l'Évangile. Alors l'homme mutant, qu'est-ce qui définit l'homme ? Ce qui définit l'homme, c'est relativement simple, c'est la dimension de la conscience. Mais quand on a parlé de conscience, en fait, on ne comprend pas qu'il s'agit de la vie intérieure. Bernanos dira que le monde moderne est une conspiration contre la vie intérieure. Or, la vie intérieure, c'est la capacité à prendre du recul et tout simplement à être capable d'entrer dans la méditation. Mais une méditation qui fait que je prends connaissance de moi-même, je prends connaissance aussi de la vie et de mon environnement, j'ai conscience pas seulement d'être, mais d'être également en relation avec d'autres. C'est la conscience de l'existence d'autrui. C'est ça la dimension de la conscience, c'est être réveillé dans ma dimension relationnelle par l'amour de mon prochain. Ce qui définit l'homme, c'est sa sensibilité, c'est sa liberté, sa capacité à faire des choix. Nous sommes en capacité à faire des choix. On aimerait nous dire aujourd'hui que l'homme, dans sa dimension mécanique, n'est pas capable de liberté. Or, il n'en est rien. Ce qui définit l'homme, c'est la conscience de sa finitude. Or, aujourd'hui, on aimerait nous emmener dans cette capacité d'être auto-transcendant en évacuant l'idée de toute transcendance. Ce qui définit l'homme, c'est aussi sa raison, la spiritualité, l'idée que Dieu existe, qu'il en ait aussi la certitude. C'est la dimension du religaré, ce qui met en relation avec les autres. Ce qui définit l'homme mutant, c'est au contraire le délitement de la conscience, la perte du sens de l'autre. Et ce qui nous amène à la perte du sens de l'autre, c'est l'hyper-individualisme dans lequel nous sommes en train de nager. Il a été dit ce matin dans le propos qui a été tenu par l'un des conférenciers que nous sommes dans un monde, je reprends son propos, rempli d'hommes et de femmes seuls. Ô combien cela est vrai. Ce qui définit l'homme mutant, c'est non pas la liberté. Il se croit libre,
mais il a gagné l'autonomie. Et vous savez, c'est l'autonomie de l'électron libre. Mais l'électron libre, il est toujours rattaché à son noyau. Donc il n'est pas si libre que cela. C'est aussi le refus de la mort, c'est mettre fin à ce récit, comme je vous l'ai dit, qui décrit les civilisations depuis leur existence. Et puis, vous savez, nous sommes dans un monde où l'on veut absolument avoir l'assistance de la machine, l'assistance du robot George, que je vous ai décrit tout à l'heure, l'assistance de Watson pour les juristes, c'est-à-dire celui qui est capable de trouver des solutions juridiques à vos problèmes. C'est la pensée assistée de l'algorithme, y compris chez les magistrats. Demain, d'avoir la possibilité que finalement les jugements gagnent en célérité, en plus grande rapidité. C'est le recours à la machine qui pense pour vous. On lui a tant délégué qu'elle va penser pour nous, à notre place. Au fond, ce qui définit l'homme mutant, c'est sa philosophie, son idéologie, c'est-à-dire devenir sa propre transcendance. C'est l'homme qui est la mesure de toute chose, comme le disait Protagoras à Socrate, bien, plus rien ne mesurera l'homme, l'homme devenant la mesure de toute chose. Mais ce qui définit l'homme mutant, c'est surtout la dimension du hors-sol, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le réel. Or, il importe d'être dans le réel et de ne pas être dans l'idéologie, mais tout simplement d'être confronté à cette réalité qui est la nôtre et qui est notre environnement. Alors, il y a ce physicien, biologiste de formation, qui s'appelle Léon Kass, qui a lu ce livre que je vous ai présenté tout à l'heure, L'homme aboli de C.S. Lewis, et qui, à sa lecture, a été frappé et décida finalement de mener une vraie réflexion dans le domaine de la bioéthique. Et Léon Kass, à ce propos, que je cite, « L'homme restera-t-il une créature créée à l'image de Dieu, aspirant à se rapprocher du divin, ou deviendra-t-il un artefact créé par l'homme à l'image de Dieu ne sait quoi, suivant les seules aspirations de la volonté humaine ?» Léon Kass. À l'inverse, aux antipodes de ce propos, Ray Kurzweil, qui est considéré comme, dans le domaine de la futurologie, chez Google, c'est le numéro 1, le penseur de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et je mets beaucoup de guillemets à la dimension de l'intelligence artificielle. En réalité, ce n'est qu'un système de calcul et de statistiques. Alors, oui, ce sont des algorithmes tout à fait puissants, nous sommes d'accord, mais ça ne reste qu'un système de calcul. L'intelligence n'est que l'intelligence du cœur. Être intelligent, c'est être intelligent de son cœur. Donc ça met beaucoup de modestie chez les scientifiques également. Parce que ça veut dire que l'intelligence, vous pouvez tous l'avoir. C'est vrai, André ? Tu acquiesces. Dans les années 2030, voilà ce que dit Ray Kurzweil, nous allons, grâce à l'hybridation de nos cerveaux, avec des nanocomposants électroniques, disposer d'un pouvoir démiurgique. Et puis, celui qui emboîte le pas, c'est Kevin Warwick, qui dit « Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. » Alors nous aurons un sérieux handicap si nous décidons de ne pas emboîter le pas du transhumanisme. Nous constituerons une sous-espèce et nous formerons les chimpanzés du futur. Donc c'est le pendant, finalement, des enseignements que nous avons eus ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez là que le transhumanisme prend le relais d'un darwinisme, d'une évolution qui ne va pas aussi vite et aussi rapidement. Donc il faut prendre les manettes, il faut prendre les commandes en main, il faut accélérer ce mouvement de l'évolution. Vous comprenez ? Au fond, c'est l'inquiétude chez les transhumanistes que notre humanité ne va pas durer et qu'il va falloir trouver les ressorts de cette dévolution qui nous est promise, trouver les ressorts pour finalement prolonger la pérennité de notre espèce humaine. Un peu ça. Alors nous sommes aujourd'hui, vous l'avez bien compris, plus proches en ces débuts du XXIe siècle du cyborg
que du roseau pensant de Pascal. Nous sommes bien loin, je dirais, de cette pensée qui touche à notre fragilité et à l'idée de finitude. Et on veut embrasser l'homo cyborg. Alors, j'aime beaucoup cette image parce que ce récit qui vous est relaté en images, parfois les images parlent beaucoup mieux que les textes, et cette image nous dit quelque chose de notre humanité et de l'évolution de notre humanité. Nous avions besoin d'un outil, finalement, pour soulager notre vie quotidienne, pour mettre fin à cette corvéabilité. Et nous voyons ce processus d'évolution qui va jusqu'à la mécanisation, à l'automatisation, et j'en passe, jusqu'à l'informatique. Cela ferait dire à un philosophe, Günther Anders, philosophe allemand qui était le premier mari d'Hannah Arendt, cela fera dire à ce philosophe que l'homme est passé du côté de ses instruments. On le voit d'ailleurs, au final. L'homme est absorbé par ses propres instruments. Il passe du côté de ses instruments. Cela lui fera aussi dire qu'il y a une forme d'humiliation prométhéenne, c'est-à-dire que finalement, l'homme est humilié par ses propres créations, qui le dominent. Maîtriser la nature et la mettre au service de l'homme, c'est une chose. Mais cette situation aboutit inexorablement au contrôle de l'homme. Et nous le voyons à travers cette image. Ce que je viens de vous dire a été dit par C.S. Lewis, qui est un petit peu le fil conducteur de ma démarche. Alors, vous connaissez peut-être cette image du Léviathan, image qui a été une fresque, qui a été peinte par Giacomo Rossignolo, qui montre tout simplement un Léviathan qui avale des âmes et consomme des âmes. Mais est-ce que nous ne sommes pas consommés justement par ces fichus écrans? Combien de temps passez-vous avec votre ordinateur? Alors, je suis en train de vous culpabiliser, tant mieux. C'était un peu le but recherché. Mais combien de temps passons-nous devant nos écrans cathodiques? Nous sommes comme consommés et avalés. Or, l'enjeu de ce siècle, c'est la relation à l'autre. Ce n'est pas autre chose. Or, nous rentrons dans une ère d'hyper-individualisation, où nous n'entrons plus, je dirais, en contact avec le prochain. Alors, nous avons inventé ce qu'on appelle les réseaux sociaux. On a 100 000 amis. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont 1000 amis ou 300 amis. Mais où sont vos vrais amis? 3? 2? L'époux? L'épouse? Ou bien êtes-vous seul? C'est une vraie question. Pardonnez-moi, je reviendrai toujours à la dimension de la vie relationnelle. Parce que la génétique, tu en as parlé, tu l'as évoqué, ce n'est pas un hors-sujet, mais il y a les aspects exogènes qui interviennent également et qui impactent, je dirais, le génome humain. L'urbanisation folle qui fait que finalement nous avons des êtres de plus en plus isolés et des êtres désolés. Alors de l'homme augmenté au transhumanisme, de nouvelles technologies génétiques visent à modifier la manière dont l'homme, son corps et son cerveau fonctionneront et interagiront avec leur environnement. Elles participent de ce qu'on appelle désormais l'augmentation de l'homme, mais l'augmentation de l'homme qui passe à la fois par l'informatique, donc les êtres hybridés de technologie, et de technomédecine. Vous savez, la fameuse technomédecine dont on nous parle beaucoup. Je dirais un mot sur les GAFA. Vous savez ce que c'est que GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple. Puissance financière considérable, ils constituent la 4e puissance économique au monde. 4e puissance économique au monde, avec près de 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ce sont eux les maîtres du monde. Et je n'ai pas à ajouter à cette cohorte
que constitue le GAFAM chinois. Ce qui nous amène à la première puissance économique du monde détenue par le monde numérique. Oui ? La révolution, elle se prépare là. La révolution dans l'âme et la chair de l'homme. Pourtant, le rêve que je vous décris de transcender le corps, puisque je vous ai parlé de l'homme mutant, de dépasser ses limites, de dépasser sa finitude, de rompre avec la dimension finalement des limites, habite l'imaginaire humain depuis ses origines, depuis le commencement de l'humanité. Et j'en veux quelques exemples. Nous prendrons le roi Pygmalion, roi de Chypre. Alors lui, il avait tout pour être aimé, mais il se désintéressait finalement du genre féminin. Ce qui l'intéressait, parce qu'il était reconnu là, dans son île, comme étant un sculpteur. Et il était amoureux, passionnément amoureux de sa statue. Et il voulait donner vie à sa statue. Alors il a supplié Aphrodite de répondre à ses vœux et de transformer celle qu'il adorait, qu'il adulait, sa statue, qui avait toutes les proportions et qui se conformait à son rêve d'idéaliste du corps féminin. Aphrodite a répondu à son rêve, transformant Galatée, la statue, en être vivant. Pour les automates, vous dites, oh, les automates, c'est quelque chose de récent, les fameux robots japonais. D'ailleurs, si vous connaissez la culture japonaise, vous savez que l'on donne une âme à toute matière. D'accord ? Et donc, ces fameux robots qui demain vont remplacer, je dirais, la dame de compagnie ou la femme de compagnie, et qui deviendra le substitut relationnel pour la dame âgée ou bien dans la garderie pour garder vos enfants. C'est le monde qui se prépare. C'est ce monde-là, au Japon, où l'on parle de transgénique, sans frontières. Alors, je reviens à la statue, non pas à la statue, mais au dieu Héphaïstos, le dieu de la forge et le dieu du feu, qui inventa Talos. Talos, qui est finalement ce robot automate qui va protéger l'île de Crète, une île grecque. Je vais visiter également très vite, très rapidement, quelques œuvres plus contemporaines. Edgar Allan Poe, qui en 1839 a publié une nouvelle qui s'appelle « L'homme qui était refait ». Alors cet homme, ce général, avait été mutilé de partout, détruit, mais totalement refait, mais fait que de prothèses. Œuvre créée en 1839. Edward Page Mitchell, qui créa une nouvelle qui s'appelle « L'homme le plus doué du monde ». C'est extrêmement intéressant parce que quand il écrit cette nouvelle, vous pensez peut-être que l'informatique, ça date il y a 70 ans. D'accord ? Ou 75 ans, juste après la Première Guerre mondiale, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, l'informatique, c'est beaucoup plus tôt que ça. Ça remonte à Charles Babbage, qui est le premier inventeur de l'ordinateur, Charles Babbage. Mais c'est Ada Lovelace qui va travailler avec Charles Babbage, qui va travailler sur la mémoire, qui va travailler avec lui sur la programmation. Elle va devenir la première femme qui va coder, la première femme qui programme un ordinateur. Et c'est dans ces contextes-là que Edward Page Mitchell écrit une nouvelle stupéfiante. Et je vous dis que cette nouvelle vaut autant que George Orwell ou bien Aldous Huxley quand ils ont écrit leurs œuvres. Edward Page Mitchell est le premier à parler d'intelligence artificielle. Il imagine dans cette nouvelle un homme horloger, un médecin horloger qui va trépaner le crâne d'une personne simple d'esprit, premier eugénisme, et il met à la place une machine capable de raisonner de façon parfaite. Un raisonnement parfait, qui fera très vite de ce personnage un autocrate. Parce que son raisonnement rationnel est tellement parfait que finalement il devient supérieur au genre humain. Mais ceux qui ont compris les mécanismes et les processus qui étaient en train de se mettre en œuvre ont décidé de le faire boire, de l'alcooliser et d'enlever cette machine infernale. C'est très intéressant comme nouvelle.
Alors, il existe plusieurs formes possibles de mutation. Les manipulations génétiques, avec les dernières découvertes sur le CRISPR-Cas9, Emmanuel Charpentier, qui a inventé ce qu'on appelle le bistouri génétique, le ciseau génétique, et qui veut réparer les brins défectueux pour éventuellement éviter une transmission de problèmes ou de failles. Mais l'enjeu, c'est qu'on ne sait pas trop bien ce qui peut se produire ensuite si on n'est pas là de nature à créer ce qu'on appelle des gènes délétères. Donc la mutation provoquée par modification intentionnelle, voilà ce qu'est ce fameux bistouri génétique. Vous connaissez également, parce que ça fait partie de notre actualité, le dopage par médicamentation ou substance. Donc, substance drogue, soit pour augmenter les facultés cognitives, soit pour augmenter les facultés physiques. Ça s'appelle une transgression. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les croisements chimériques. Hybridation homme-animal, j'en ai parlé, transport d'un organe humain dans un organe animal pour le transplanter ensuite. Donc au Japon, ils sont passés là. Ils ont franchi la barrière et ils ont donné la possibilité donc, à leurs biologistes de travailler à cette dimension-là. Ensuite, nous avons les interactions homme-machine. C'est permettre à des gens de contrôler par leur pensée tous les appareils. Nous sommes dans un monde connecté. D'accord ? C'est bien de se déconnecter. J'ai fait une expérience pendant près d'une semaine. Voilà, et je peux vous dire que j'en suis sorti vivant. Je me suis déconnecté de tous les appareils. Téléphone portable, télévision, tout ce qui est numérique. On vit bien, je vous rassure. Je ne suis pas rentré dans l'âge de la pierre, je vous rassure, également. Et c'était un moment de vie. Alors nous sommes entre nous, entre chrétiens, pour la plupart, et pour un grand nombre d'entre nous, c'était un moment de jeûne et prière, donc c'était très bien. C'est se décharger finalement de tout ce qui est de nature à peser sur une vie. Les dépassements, alors les dépassements, on connaît cela avec les exosquelettes, ces innovations qui permettent finalement de porter des charges extrêmement lourdes, de permettre le pas accéléré des militaires. Voilà, le dépassement. Et puis les reprogrammations possibles. C'est-à-dire, en fait, puisqu'on considère que le cerveau humain est constitué d'un réseau neuronal réplicable et facilement copiable, en entendant André et puis John, je vois bien que c'est difficile de répliquer le cerveau humain, tellement la cellule humaine est d'une complexité inimaginable, aussi complexe qu'un 747. Alors vous voyez ce que nos bricoleurs voudraient faire, répliquer le cerveau humain. Mais enfin, dans leurs rêves, et dans les rêves de la Silicon Valley, il s'agit de répliquer le corps dans une machine, ou bien de répliquer la conscience de l'homme dans le monde virtuel. Quelle folie! Alors l'idéologie transhumaniste, c'est le refus de l'encerclement du corps, c'est un chemin matérialiste qui nous conduit vers un homme-machine, et c'est le passage du post-humanisme sans transcendance. Et le sommet de cette idéologie, c'est l'hybridation de l'homme et de l'intelligence artificielle, comme le présageait l'écrivain Edward Page Mitchell, que j'ai commenté précédemment. Le rêve de l'homme mutant, eh bien, dit Jacques Testard, cela relève d'un infantilisme archaïque. Alors Jacques Testard est le père de la fécondation in vitro, qui a écrit finalement un livre où il remet en question toutes ces avancées technologiques. Il ne remet pas forcément en question la fécondation in vitro, mais il y aurait lieu de s'interroger aujourd'hui, à l'heure où l'on veut réifier finalement l'être humain, c'est-à-dire chosifier, permettre, je dirais, une procréation sans intervention d'un accouplement. C'est une question que l'on peut se poser, qui est légitime, et je peux vous dire que Méphistophélès, lui, il a posé cette question à Faust. Méphistophélès, si vous connaissez l'œuvre de Goethe, Méphistophélès est le personnage qui est l'émissaire de Satan, et l'émissaire de Satan dit à Wagner, qui est l'assistant de Faust, du docteur Faust, « Je te montrerai une autre manière de procréer l'être humain sans avoir recours à l'accouplement. Et tu verras que l'homonculus, l'être, le fameux être créé par Wagner et Faust,
était né finalement d'un flacon. 1829. Je n'invente rien. Alors, qu'est-ce que c'est que le concept d'homme mutant qui unit à la fois une idéologie? Je crois qu'il faut que vous soyez conscients que le transhumanisme réunit non seulement les avancées de la technoscience, mais fait l'unification avec une idéologie du progrès, de la perfectibilité indéfinie de l'être humain. Cela rejoint ce qui avait été dit et partagé autour, finalement, d'une idéologie autour de l'évolution, de la perfectibilité. Et au fond, cette idéologie, elle est le fruit d'une convergence des NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et les sciences cognitives, et qui viseront à transcender les limites biologiques actuelles, à permettre l'accès à une vie plus longue, la faculté de modifier l'homme génétiquement, de lui greffer de nouveaux attributs, et autant que possible des attributs démiurgiques, de puissance, et l'augmentation de ses performances cognitives et créatives. Le contexte de l'homme mutant se traduit donc par une forme d'appétence systématique pour la nouveauté. C'est bien ça, c'est le moteur qui nous conduit vers cette dimension du progrès, parce que nous sommes guidés et conduits par le toujours plus, le toujours mieux. C'est l'obsession de cette postmodernité aujourd'hui. C'est d'avoir l'objet le plus performant, l'objet forcément augmenté. 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, etc. Et puis vos ordinateurs n'ont-ils pas cessé d'évoluer? C'est l'appétence de la nouveauté, l'appétence du goût pour la nouveauté. Je suis désolé, je plombe l'ambiance. Mais c'est juste pour vous dire quels sont les mécanismes qui nous font rentrer dans cette ère. Peut-être que ça vaudrait le coup d'y réfléchir. Alors revenons aux origines de l'homme mutant. Je ne vais peut-être pas lancer toutes les diapos, mais j'aimerais qu'on revienne aux origines. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 4. Vous connaissez ce dialogue? Hein? Vous le connaissez? D'accord? Le Seigneur, Dieu créateur, pose des limites à sa création et il les pose à Adam et Ève. Et puis il y a le serpent, évidemment. Il se sert de la parole comme il se sert toujours de la parole. Et il dit, mais pas du tout! Oh là là! T'as rien compris! Vous ne mourrez pas! Mais non! Dieu n'a jamais dit que si vous consommez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez pas! Mais c'est sauf, c'est encore une perversion de ce qu'il ne fallait pas comprendre. Vous ne mourrez pas, et Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Qu'avez-vous à craindre? Vous ne mourrez pas, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir le monde tel que vous ne l'aviez pas connu. Satan se montre, je dirais en quelque sorte, dans la vérité dissimulée. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors c'est Fabrice Adjadj, philosophe suisse, qui a écrit un livre absolument magnifique que je vous recommande, qui s'appelle « La foi des démons » ou « L'athéisme dépassé ». Et il dit ceci, on ne retiendra que cela de sa citation, que changer de nature, fût-ce pour une nature supérieure, équivaut à une destruction de soi. Si je refuse la création, c'est-à-dire ce que je suis, dans ma finitude, dans mes limites, dans ma chair, si je refuse cela, pour une autre nature, cela équivaut à une destruction intérieure, à une destruction de soi. Vous voyez ? Le transhumanisme, c'est donc une révolte, finalement, d'un homme déchu contre l'insupportable, une révolte contre la condition humaine, contre le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement et la mort. Et cette conquête, au fond, du transhumanisme, c'est la conquête de l'Éden, mais sans Dieu. C'est la conquête de l'Éden, mais sans le Créateur. C'est une idéologie de combat contre la mort qui entend embrasser tous les attributs que lui confère la technoscience afin de lui ouvrir toutes les portes de la connaissance telle que Faust le rêvait, la connaissance universelle. Et c'est dans l'histoire des mythes et des grandes légendes de l'humanité, de la philosophie et de la théologie, associées à ces fameux progrès qu'on appelle les progrès disruptifs de la technique,
que va se construire le récit du transhumanisme. Alors ça commence avec l'épopée de Gilgamesh. Vous connaissez probablement ce vieux récit sumérien, 2650 avant Jésus-Christ, et qui nous relate l'épopée à la suite de la mort du meilleur ami de Gilgamesh, du roi Gilgamesh, son ami qui s'appelait Enkidu, qui est terrassé par la mort. Il trouve cette mort absolument insupportable et il se décide de mettre en quête d'immortalité et il se demande qui a cette réponse. Et il décide de rencontrer celui que l'on appelle dans le récit biblique Noé. Il porte un autre nom dans le récit sumérien. Et Noé lui le prévient, l'avertit en lui disant c'est une conquête inutile. Mais il n'en a que faire, Gilgamesh. Il décide d'aller chercher la plante qui va lui procurer l'éternité. Alors il part dans son voyage, il va se procurer cette fameuse plante de vie, l'arbre de vie. Et au bout de son voyage, qui il rencontre? Je vous le donne en mille. Le serpent. Qui fait quoi? Qui lui subtilise l'arbre de vie, qui lui subtilise la plante. Et là, Gilgamesh, il est effondré. Il est effondré. Et puis il se met à méditer et à réfléchir. Et il réalise que la conquête de l'éternité, c'est une ineptie. Au moins, lui était réaliste par rapport à nos transhumanistes qui veulent mettre fin à ce récit qu'est la mort. Le mythe d'Icare. Alors j'aimerais juste parler aux ingénieurs qui sont ici et vous dire, chers amis ingénieurs, que Dieu n'est pas contre les ingénieurs, au contraire. Et je vous renvoie au récit de 2 Chroniques 26, 16, 17, pour vous dire que finalement, c'était les machines créées du temps d'Ozias ont permis à Ozias de lui assurer finalement la conquête de ces territoires et la protection de ces territoires, mais ce que Dieu a condamné, c'est l'arrogance. C'est le cœur arrogant. Ozias s'est enhardi de ses inventions, de sa puissance, de sa toute-puissance. Mais en aucun cas le travail de l'ingénieur, parce que c'est un don que nous avons reçu, de calculer. D'accord? D'imaginer ce qui est de nature à soulager. Aucun d'entre nous n'aspirerait, si l'un d'entre vous avait subitement un problème cardiovasculaire, n'aspirerait d'aller en charrette au premier hôpital. Je te pique ici une citation qui vient d'Étienne Vernaz. D'accord? Voilà, personne ne le revendique. Donc nous sommes heureux de ces inventions. Et merci pour les ingénieurs qui travaillent à ces, finalement, objets qui nous rendent plus confortables, qui rendent notre vie plus confortable. Mais ce qui est condamné, c'est l'arrogance. C'est le cœur enhardi. C'est le cœur qui s'enorgueillit. Voilà ce qui est condamné. Prométhée. Ah, Prométhée. Alors celui-là, enfin je voulais parler de son frère, Épiméthée. Épiméthée, c'est celui qui est vraiment l'étourdi de la famille. Épiméthée, c'est celui qui pense après coup. Et Prométhée, celui qui pense en avance. Et Épiméthée, qui était chargé d'apporter des attributs à toute la création, et il se fait que l'homme était nu. Et Prométhée, voyant cela, décide de réparer la bévue et les tourderies de son frère. Et donc il lui transmet, il vole le feu et il va enseigner à l'homme la capacité de fabriquer et de transformer la matière. Ce qui est fameux, c'est un récit qui est extraordinaire, qui a été emparé par toute la littérature, et notamment par ce philosophe Günther Anders, que j'ai cité précédemment, et qui parlait de la honte prométhéenne. L'homme si fier, je dirais, avec son char et ses inventions et ses créations, mais ne se rendant pas compte qu'il est tenu en laisse par ses machines. Je vous laisse réfléchir. La tour de Babel n'est pas un mythe, selon moi. Mais la tour de Babel forme le projet, et je trouve qu'il faut que vous le relisiez, parce que c'est un projet d'actualité. Le projet n'est pas aujourd'hui de fonder une tour verticale qui monte jusqu'au ciel, mais
Le projet humain est d'agglomérer l'humanité via ce qu'on appelle les fameux réseaux, et cela rejoint, je dirais, la vision de Teilhard de Chardin, qui imagine une nosphère qui relierait l'ensemble des cerveaux humains pour ne former qu'un seul cerveau. D'accord ? Connecter l'ensemble des êtres humains pour ne former qu'un seul cerveau. La nosphère de Teilhard, c'est dans ces deux livres, Le phénomène humain et l'énergie humaine. Il écrit cela. Le golem, dans la mythologie talmudique, c'est le premier humanoïde codé via l'usage des lettres hébraïques, façonné afin d'assister l'homme. Dans le domaine de la philosophie, vous avez ce philosophe dit philosophe très érudit de la Concorde, parce qu'il réconcilie des philosophes, et ce Pic de la Mirandole à ce propos que je vous cite, je ne vous lis pas la totalité de sa citation, qui dit ceci à propos de l'homme, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de se modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence et tu pourras dégénérer en formes inférieures qui sont bestiales, ou tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures qui sont divines. Pic de la Mirandole. Intéressant. Dans la philosophie, on n'en est pas en reste. Je ne vais pas développer ce point. Je pense que vous aurez une excellente intervention qui vous sera proposée demain après-midi. Je ne vais pas traiter ce point, je vais passer assez vite. Mais sachez que ces deux philosophes, que sont Turgot et Condorcet, sont ceux qui ont parlé de la perfectibilité. Et je suis convaincu que Darwin n'était pas ignorant des idéologies contemporaines de son époque qui promouvaient la dimension de la perfectibilité, c'est-à-dire la capacité de transformer l'homme dans sa globalité et d'avoir une vision de l'homme sans aucune limite. Dans le domaine de la théologie, eh bien, le transhumanisme prend un peu sa source dans l'imaginaire gnostique parce que finalement, dans le gnostisme primitif, le prognostisme même chrétien, finalement, on considère que la création est imparfaite, qu'elle est inachevée, et qu'au fond, je dirais, le rôle que nous avons à jouer, c'est celui, au travers de la connaissance, bien, de nous échapper à cet univers pour nous délivrer de la chair et de l'âme. Mais moi, je pense que Dieu a fait de vous et chacun d'entre nous des créatures merveilleuses. J'aimerais le rappeler. Et que quand bien même nous serions mortels, nous sommes des créatures merveilleuses. D'accord ? Et moi qui vous parle, je suis merveilleux. Enfin, c'est le miroir de mon épouse qui me le dit parce qu'elle m'a aimé. Donc je pense que quelque part, si elle m'a aimé, vous voyez, et je l'aime. Je ne sais pas si elle m'entend, mais je l'aime. Alors, Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, à ce propos, je ne vais donc pas tout vous dire, mais citer. Lorsque les consciences mises en réseau, les unes avec les autres, créeront de facto une sorte de super-être. Vous voyez ? Teilhard de Chardin, il est presque prophète. Hein. Pour Eric Steiner, professeur de philosophie, Teilhard est le premier sans doute à penser l'arrivée d'Internet et d'un système de communication globalisé. Il est le premier à parler d'un progrès accéléré vers une forme de singularité. Teilhard, dans son œuvre, ne sépare jamais la dimension de l'industrialisation et du progrès technologique et de l'idéologie, du progrès moral. Pour lui, cela va de pair. On ne va pas vers une dévolution de la morale, au contraire, on progresse vers le mieux dans la morale. C'est ce que dit Teilhard. Vous voyez ? Je pense qu'il n'a pas bien lu l'Évangile. C'est pas ce que l'Évangile nous dit. Alors dans la science-fiction, je vais peut-être passer cela très très vite, mais je vais évoquer la figure de Julian Huxley, qui est persuadé que l'homme est capable d'amélioration, et notamment en partant d'une conception eugéniste comme moyen d'amélioration de l'espèce humaine. Donc pour Julian, qui est le frère d'Aldous Huxley, eh bien, il faut dépasser le mécanisme aveugle de l'évolution naturelle. La science va l'autoriser, la technoscience au service de l'homme va lui permettre d'accéder à un nouveau type d'évolution qui est fondé non plus sur la sélection naturelle,
mais sur le contrôle conscient de la biologie, le contrôle conscient de la biologie, portant ainsi le progrès vers de nouveaux sommets. Voilà ce que dit Julian Huxley. On comprend pourquoi, finalement, son frère a écrit « Le meilleur des mondes ». Il faut toujours contextualiser. Moi, je pense que le travail, qu'il soit celui d'un socio-économiste, d'un sociologue ou celui d'un scientifique, c'est de toujours ramener à des contextes pour comprendre. Je crois que le monde est beaucoup plus complexe qu'on ne peut l'imaginer et pas unifactoriel et pas simple. Alors, quel est l'écho théologique dans tout cela ? Eh bien, on voit plusieurs aspects, finalement, de cette révolte de l'homme qui décide, finalement, de se transcender lui-même. D'abord, c'est le refus de l'enfermement du corps. C'est le refus également du modèle économique de la proximité qui est abandonné. Il faut pour l'homme reconstruire un autre projet, une autre Babel. C'est le refus finalement du travail. Les algorithmes, les robots, l'automatisation, la mécanisation vont révolutionner le monde de l'emploi. Il faut à tout prix sortir de la corvéabilité, de la condition de l'homme emprisonné par le travail. C'est le refus de la peine infligée par Dieu. Est-ce que vous avez tous en mémoire, finalement, ce sur quoi l'homme est condamné ? Et l'autre point, c'est la liberté. L'homme mutant devient autonome avec le sentiment de conduire sa vie au travers de ses inventions. Mais ce qu'il ne sait pas, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est en réalité devenu le domestique de ses inventions. Nous sommes domestiqués. Alors, qu'est-ce que la postmodernité ? Georges Bernanos dit « On ne comprend rien au monde moderne tant que l'on ne perçoit pas que tout est fait pour empêcher l'homme d'avoir une vie intérieure. » Bertrand Vergely dit « On ne comprend rien à la postmodernité si on ne prend pas conscience que tout est fait pour faire disparaître l'homme. » Donc l'homme ne se détruit pas par seulement une dévolution, il se détruit par sa propre idéologie, quand il passe du côté de ses instruments. Alors, quels sont les contextes sociologiques qui conduisent à l'avènement de l'homme mutant ? L'hyper-individualisation, l'amour de l'objet, le culte du présent et le monde anxiogène. Alors, l'hyper-individualisation, c'est Jacques Généreux, l'économiste, qui parle de fragmentation de l'individu et de la société. Il parle de dissociété. C'est-à-dire qu'on est dans une époque de désolidarisation. Avec mon épouse, lorsque nous sommes partis sur Mulhouse, à 4 heures du matin, il y avait un jeune homme qui était étendu à proximité de notre garage. Et plutôt que de partir avec notre véhicule, nous avons décidé de nous arrêter, d'attendre le secours. Et quand bien même nous serions en retard de 2 heures, on n'en avait rien à faire. Ce qui nous préoccupait, c'était la vie de ce jeune homme. Et de rester jusqu'au bout pour attendre les secours. C'est ça. Vous savez, si vous enjambez un soir d'hiver une personne en ne prenant pas conscience de son existence, il a froid, vous êtes indifférent, c'est un premier pas vers Auschwitz. L'indifférence, c'est ce qui pénalise le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que l'Église est un corps, et un corps de solidarité. L'amour de l'objet, alors ça c'est frappant. Sur les contextes sociologiques qui conduisent à l'avènement de l'homme mutant, c'est la passion pour l'objet, les passions pour les statuettes. Nous sommes dans un monde de dépendance et d'addiction, et un monde de domestication. Alors j'en veux pour preuve cette image caricaturale. Votre cafetière électrique et votre frigo nous ont signalé par SMS, qu'ils étaient victimes de maltraitance. Vous avez oublié de détartrer votre frigo et de le dégivrer, le frigo et de détartrer la cafetière, pardon. Alors vous êtes sommés d'accéder à leur requête sous peine d'annulation de vos contrats. N'empêche que combien de fois vous êtes envahi de SMS avec des informations et des injonctions, ça commence par le GPS, tourne à droite, va à gauche, tu t'es trompé de route, fais demi-tour. C'est ça, c'est l'injonction permanente de la machine. Le culte du présent, c'est l'ici et le maintenant. Alors là, c'est tout de suite et maintenant.
On n'est plus dans le domaine j'attends, c'est l'urgence, c'est tout de suite. C'est une société qui est recentrée sur l'individu et valorise l'hédonisme, donc le plaisir de soi, et le monde anxiogène. Alors là, je ne parle pas de ce monde anxiogène. Fermez vos postes de télévision, vous verrez que le monde est différent de celui que l'on vous présente. D'accord ? Parce qu'il est temps d'annoncer à ce monde une bonne nouvelle. Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. D'accord ? Vous en êtes sûrs ? Ah oui. Et le monde dans lequel nous sommes est un monde liquide, qui est sans attache, sans profondeur, sans racines. Nous sommes envahis des graves crises sanitaires et environnementales. Oui, je suis conscient qu'il existe de graves crises environnementales, sanitaires également. Mais, plutôt que de penser le monde global, il faut penser le monde local, sa porte. Donc faites votre part, à votre niveau, à votre échelle. Je crois peu à des solutions globales, parce que ce serait juste inquiétant. Alors le courant postmoderne se traduit par un véritable morcellement social et conteste évidemment toute idée de transcendance. C'est l'écho théologique que l'on peut avoir à la suite de ce premier propos. Alors, dans l'âge d'or et son empreinte, il y a Georges Bernanos que je vous invite à lire. Il a écrit un livre fabuleux qui s'appelle « L'homme contre les robots », enfin « La France contre les robots » plutôt. Et il y a ce propos qu'il tient sur la technique. La technique ne se reconnaît-elle pas déjà le droit, par exemple, d'orienter les jeunes enfants vers telle ou telle profession ? N'attendez pas qu'elle se contente toujours de les orienter, elle les désignera. Ainsi, à l'idée morale et même surnaturelle de la vocation, s'oppose celle de la disposition physique et mentale, facilement contrôlable par les techniciens. C'est le monde de la technique qui, finalement, gouverne, je dirais, la part de surnaturel et la part morale dans chacun. C'est-à-dire que nos vocations sont aujourd'hui guidées par les évaluations. D'accord ? Les évaluations scolaires. OK ? Alors, j'étais nul en maths. Finalement, je ne ferai pas carrière dans les analyses de données. Ouais. J'ai fait toute ma carrière dans les analyses de données. Et ça m'arrive d'enseigner les stats dans l'école d'ingénieurs. D'accord ? Nul en maths. Mais si j'avais entendu ce verdict-là, je n'aurais pas progressé. Mais c'est marrant, mon envie de curiosité, de progrès, de compréhension. Et finalement, quand on est nul, on sait parfois pédagogiquement mieux expliquer les choses parce qu'on les a compris. Alors, je vais passer tout ce qui est science-fiction, parce que finalement, c'est le réel dans lequel on est. Ça, c'est Laurent Alexandre qui va nous plomber l'air, puisqu'il dit que l'évangile des transhumanistes va se répandre comme une traînée de poudre, enchaînant des conversions avec bien plus de rapidité que l'évangile chrétien n'avait pu le faire au début de notre ère. La religion transhumaniste pourrait imposer sa loi en quelques décennies, et ses apôtres sont dans les faits les nouveaux maîtres du monde. Vous connaissez Laurent Alexandre, qui est l'auteur de La guerre des intelligences. C'est notre petit pape local du transhumanisme. Voilà, et ça nous laisse réfléchir, c'est-à-dire que finalement, lui devient plus circonspect. Donc je veux mettre là de l'eau dans le vin, parce qu'il devient beaucoup plus circonspect et commence finalement à se poser de sérieuses questions sur les modifications touchant l'anthropologie humaine. Alors le consumérisme, l'âge d'or et l'empreinte du transhumanisme, c'est le consumérisme. C'est ce qui nous invite à consommer pour exister, ce qui nous conduit peu à peu à la domestication par les objets. C'est aussi le monde technocrate qui va nous promettre l'harmonie entre les hommes, alors en utilisant l'algorithme pour nous faire entrer dans une vie sociale régulée. C'est la technomédecine où l'interface avec le patient sera le recours à l'assistant. D'accord ? C'est-à-dire que le diagnostic sera posé par la machine. Alors c'est vrai qu'il est dit que le médecin sera conseillé. Oui. Jusque quand ? Parce qu'il faut faire des économies. Il faut rationaliser la médecine. Il faut faire des économies drastiques. Jusqu'à quand aurons encore nous besoin d'un médecin ? Alors, l'âge d'or, c'est aussi
ce film qui s'appelle Gattaca, vous savez, ce monde eugéniste, où les gens sont génétiquement programmés pour être parfaits. Et avec le transhumanisme, nous sommes bel et bien face à l'avènement d'une nouvelle métaphysique qui redéfinit l'homme et le projette vers une nouvelle ère de la technologie qui, finalement, abolisse les interdits d'hier. Et ce que Paul Virolio dit, c'est que le progrès technologique a détruit l'humble préférence du prochain, le savoir-être soi-même, dont Montaigne nous entretenait comme la plus grande chose au monde. Et ce que nous avons à craindre, ce n'est pas le robot contre l'homme, mais le robot avalé par l'homme. Jacques Ellul, parlant de la croissance technicienne, nous met en garde. Il dit que la commune mesure entre l'homme et la technique, c'est précisément la rationalité. Nous sommes dans un monde de rationalité. Parce que l'homme n'a pas été capable, finalement, de régler lui-même ses conflits, on va laisser à la machine le soin de lui déléguer, d'arbitrer nos choix. Vous comprenez? Vous m'avez suivi? C'est à la machine de réguler la vie sociale et la vie humaine. Soit la technique échappe à l'homme, soit elle va se révéler mauvaise. C'est le point d'interrogation qui est posé, mais je vous laisse y répondre. Dans cet écho théologique, c'est un lapsus. Dans cet écho théologique, je renvoie à Michel Henry, l'homme de l'ère technique ne sait plus prendre le temps de vivre, ni goûter la beauté d'un paysage, ni apprécier la valeur des actes. Et Blaise Pascal, qui nous renvoie à ce monde des réseaux qui nous entoure, écoutez bien son propos, nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de toute la terre et même des gens qui viendront quand nous ne serons plus. Et nous sommes si vains que l'estime de 5 ou 6 personnes qui nous environnent nous amuse et nous contente. Blaise Pascal. Eh bien, j'aimerais terminer là, comme ça je vais être dans l'heure. J'aime bien. Je vais être respectueux du temps. Ça, c'est très très bien. Hein? Oh, alors ça, mais attends, pour un scientifique attends. Curieux. Oui, c'est pas parce qu'on est dans la science molle qu'on n'est pas rigoureux. Non, je suis dans l'heure. Ah oui, de 2 minutes. Donc je ne suis pas si rigoureux que ça, merci. Alors, ça sera mangé sur mon temps. Je vous dirai ceci, je me cite moi-même, pardonnez-moi. Il convient chez l'homme de le tenir éveillé à la dimension de sa véritable échelle, et son échelle est de comprendre que c'est une folie de ne pas percevoir que le dépassement réside dans la conscience de son humilité face à l'immensité de la grandeur de son Créateur.